Qu'est-ce qui est le plus rentable entre acheter sa résidence principale ou bien la louer? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Quand j'étais petit, moi, il y a mon père qui me répétait un truc constamment. Dès que t'as un travail, achète un premier bien immobilier, comme ça, moi, t'es sûr d'avoir un toit au-dessus de la tête. Mais est-ce que ce conseil-là, c'est le bon? Est-ce que c'est le plus pertinent d'un point de vue investissement et rentabilité? Alors comment est-ce qu'on va répondre à cette question? On va d'abord voir un premier cas où une personne achète son bien immobilier, devient en fait propriétaire de sa résidence principale. On va essayer de prendre un maximum de facteurs en compte, comme le montant de l'emprunt, le vrai taux d'endettement maximum, la taxe foncière et tous les autres frais. On va prendre tout ça en compte pour voir en fait combien est-ce que cette personne-là obtient de valeur de patrimoine au bout d'un certain temps. Et ensuite on va comparer ça avec une autre personne qui elle n'aura pas acheté en fait sa résidence principale, mais en fait l'aura louée, et qui à côté de ça aura investi dans la bourse du coup tout l'argent qu'elle a en plus. Et finalement on va comparer en fait les résultats de ces deux personnes-là sur 25 ans, 30 ans, 40 ans voire plus, pour voir en fait lequel de ces scénarios est le plus rentable. Alors du coup pour que la comparaison soit la plus juste possible, il faut en fait qu'on compare des biens similaires, du coup même surface, même secteur, etc. On va d'abord regarder la personne qui a acheté sa résidence principale, on va étudier tout ce qu'il y a à savoir sur elle, et ensuite on va comparer ça avec une personne qui loue un bien similaire. Du coup, la personne qui achète sa résidence principale, on va partir du principe que c'est un Français moyen, sans enfant, il est seul, il a pas de compagne, et cette personne-là touche le salaire médian, c'est-à-dire 2100 € net par mois. Apparemment, c'est le salaire médian. Alors avant de voir son taux d'endettement, déjà, combien est-ce que cette personne-là devrait allouer en fait à ses investissements et du coup à son loyer? Pour étudier ça, on va partir du principe que cette personne-là respecte la règle des 50-30-20, du coup 50% pour les dépenses essentielles, 30% pour les dépenses non essentielles, et 20% pour ses investissements et son épargne. Du coup, pour l'investissement et l'épargne, c'est 20% du coup de 2100 €, ce qui fait du coup 420 €. Du coup, ça, c'est le montant qu'elle devrait investir ou épargner chaque mois. Et du coup, ces dépenses essentielles devraient représenter normalement 50% de ses revenus, soit 1050 €. Du coup, en principe, cette personne-là, elle devrait pas allouer plus de 840 € pour son loyer, soit 40% à peu près de ses revenus. C'est déjà balèze, hein, normalement. Donc du coup, au total, son budget loyer, c'est 840 €, et son budget investissement, c'est 420 €. Mais malgré ce budget-là, cette personne-là, elle a un taux d'endettement qui est maximum de 35%, ce qui fait que ça représente 735 € par mois maximum. Donc ça, c'est le montant maximum que doit représenter le remboursement de votre emprunt tous les mois. Alors en partant du principe que son taux d'endettement maximum, c'est 735 € par mois, du coup, ça, c'est équivalent en fait à emprunter 140 000 € avec un taux de 4%, sur 25 ans. Donc ça c'est le montant maximum que cette personne-là peut emprunter sur 25 ans. Autrement ça ferait des remboursements tous les mois qui sont supérieurs à 735 € et du coup elle n'aurait pas le droit. Du coup comment est-ce que j'ai calculé ça? En fait moi j'ai un tableau que je vous affiche là tout de suite, du coup qui calcule en fait le vrai pourcentage de remboursement en fonction en fait du taux auquel vous avez votre emprunt et de la durée de votre emprunt. En fait moi j'ai calculé toutes les possibilités et j'ai rentré ça dans un tableau, comme ça moi j'ai le vrai truc sous les yeux. Ça je trouve que c'est très utile, ça permet d'avoir une vraie visualisation en fait de ce que vous payez réellement en intérêt à la banque. Là par exemple dans notre exemple précis, 4% est emprunté sur 25 ans, ça fait qu'au total sur le montant que vous allez emprunter, du coup vous allez rembourser 58,4% de plus. Bref, du coup 140 000 € c'est le maximum que cette personne-là peut emprunter sur 25 ans à 4%, et du coup ça c'est pas le montant de son bien immobilier, c'est pas la valeur de son bien immobilier parce qu'il y a des frais à prendre en compte. Il y a les frais d'agence, environ 4% à ce qui paraît, et les frais de notaire, environ du 8%. Du coup, il faut en fait que la valeur du bien, plus 8% pour les frais de notaire de cette valeur du bien, plus 4% pour les frais d'agence, que tout ça fasse 140 000 €. Du coup, on calcule ça vite fait et on obtient une valeur de bien en fait qui ne doit pas excéder les 125 000 €. Parce qu'avec un bien à 125 000 €, si on rajoute en fait les 4% de frais d'agence et les 8% de frais de notaire, on arrive à un total de 140 000 €. Du coup, la capacité d'emprunt de la personne. Et pour obtenir un emprunt, il faut généralement un apport d'environ 10% du montant de l'emprunt, du coup ici c'est 14 000 €. Et du coup pour notre exemple, on va partir du principe que cette personne-là veut habiter à Bordeaux, et que du coup elle va chercher un bien à 125 000 € à Bordeaux. Alors j'ai étudié le prix des biens à peu près à Bordeaux, et j'ai vu qu'environ en moyenne, pour 125 000 €, on peut avoir un 19 mètres carrés. Du coup on va partir du principe que cette personne-là, elle a un bien du coup de 19 mètres carrés à Bordeaux, qui a une valeur totale de 125 000 €, et qui du coup fait un emprunt de 140 000 €. Et du coup avec son emprunt, cette personne-là elle va devoir rembourser 735 € tous les mois. Du coup en fait si on fait la somme du montant que cette personne-là devait allouer à son loyer, plus à ses investissements, tout ça, ça fait un total de 1260 €. Du coup, on va partir du principe que cette personne-là, elle va prendre tout ce budget-là, elle le fusionner en un seul, elle va soustraire à ça en fait tous les frais liés à son loyer, du coup à l'achat de sa résidence principale, du coup le montant de l'emprunt, mais également la taxe foncière et les différents frais qu'il y a en plus. Et ensuite, tout ce qui va lui rester sur ce budget-là, elle va en fait l'allouer à des investissements en bourse. Et du coup, on va partir du principe qu'elle achète du S&P 500 tous les mois en fait avec cet argent qui lui reste. Le S&P 500 qui a un rendement d'environ, on va dire, 8% par an.
Mais du coup, pour savoir combien est-ce que cette personne-là va investir en bourse avec l'argent qui lui reste, il faut d'abord comptabiliser combien est-ce que l'achat de sa résidence principale lui coûte tous les mois concrètement. Le fait d'être propriétaire de sa résidence principale et d'avoir un crédit, ça veut dire que tous les mois, vous allez devoir payer le remboursement du crédit, la taxe foncière, qui se paye annuellement, mais on va essayer de diviser ça pour faire un montant tous les mois, les charges de copropriété et les divers frais pour l'entretien et les réparations annuellement, quoi. Du coup, c'est ces 4 choses à prendre en compte. On va soustraire ces 4 choses-là au budget de base et il va nous rester l'argent qu'on va investir en bourse. Du coup, alors déjà, le montant de l'emprunt tous les mois, on l'a dit, c'est le taux d'endettement max, c'est 735 €. Ensuite, la taxe foncière. Alors, il y a un calcul pour la taxe foncière. Le calcul pour la taxe foncière, c'est le suivant. C'est le nombre de mètres carrés fois le tarif de référence au mètre carré, le tout multiplié par un abattement, qui est généralement de 50%. Et ensuite, on va multiplier ça par, du coup, le taux des collectivités locales. Et du coup, ça, c'est le montant par mois. Après, on va multiplier ça par 12 pour avoir le montant, du coup, par an. Du coup, nous, comme on l'a dit, on a acheté un bien à Bordeaux de 19 mètres carrés. Du coup, on fait 19 fois, du coup, le tarif de référence qui est de 12 € par mètre carré. Le tout multiplié par 50% parce que c'est un abattement de 50%. Et ensuite, on multiplie par le taux de la collectivité locale, du coup, qui est de 48,48%. On fait ce petit calcul-là et on obtient 55,27 €, du coup, par mois. Et du coup, ce qui fait 663,21 € par an. Du coup, on va prendre ça en compte dans notre calcul. Ensuite, les charges de copropriété. Alors, de ce que j'avais vu, c'était entre 20 et 40 € par mètre carré. Généralement, en moyenne, on va partir sur du 30 € par mètre carré. Le tout par an. Ce qui fait du coup 570 € de charges de copropriété par an. Et du coup, 47,5 € par mois. Et enfin, il y a les frais liés au fait aux entretiens et aux rénovations annuelles. Donc ça peut être par exemple si jamais vous avez une inondation dans votre salle de bain, ou de la peinture à refaire, ou des choses comme ça. Ça, généralement, c'est entre 1 et 2% du coup du prix total du logement par an. Du coup, ici, on va prendre 1,5%, ce qui fait du coup 1875 € par an, soit 156,25 € par mois. Donc voilà, on a calculé exactement combien est-ce que ça coûte réellement en fait d'être propriétaire d'un bien immobilier, combien ça coûte à cette personne-là par mois. Du coup, ça fait 735 € pour le remboursement d'emprunt, 55,27 € du coup pour la taxe foncière, 47,5 € pour les charges de copropriété et 156,25 € pour les rénovations ou les frais d'entretien. Tout ça, ça fait un total de 994,02 € de frais par mois pour être propriétaire de sa résidence principale. Du coup, on va prendre le montant total qu'on avait dit pour le loyer plus l'investissement, on va compiler tout ça, et on va déduire du coup tous ces frais-là. Du coup, ça fait 1260 € moins 994,02 €, soit un total de 265,98 € que la personne peut investir tous les mois en bourse. Mais du coup, combien est-ce que cette personne-là obtient de capital au total après 25 ans, du coup quand on aura totalement remboursé son crédit immobilier? On va partir du principe que son bien immobilier va prendre 2% par an, du coup sur 25 ans, ça fait une augmentation totale de la valeur de son bien immobilier de 64,06%, du coup grâce à ses intérêts composés. Du coup sur un bien qui avait une valeur originale de 125 000 €, du coup ça fait un total de 205 075 € et 75 centimes. Ça c'est la valeur du bien après 25 ans. Ensuite, combien est-ce que ces investissements, du coup ces 265 € environ, lui ont rapporté sur ces 25 ans? Du coup, comme je l'ai dit plus tôt, on va partir du principe que cette personne-là investit ces 265 € tous les mois sur le S&P 500 qui a un rendement moyen, on va dire, de 8%. Tout ça, ça fait un total du coup sur 25 ans de 233 337 €. Et du coup, si on fait la somme de tout le patrimoine de cette personne-là, on obtient un total de 438 412 € et 75 centimes. Donc ça, c'est le patrimoine total de cette personne-là après 20 ans. Du coup, ça c'était la partie la plus compliquée. Maintenant, on va avoir une partie un peu plus simple, c'est la personne qui va louer. Alors bien que sur le papier, en utilisant la règle du coup des 50-30-20, on pourrait partir du principe que cette personne-là dépense en moyenne 840 € pour son loyer, mais on va pas faire ça. On va partir du principe en fait que cette personne-là loue un bien équivalent au bien que l'autre personne aurait acheté. Donc un bien à Bordeaux de 19 mètres carrés. Et du coup, louer un bien de 19 mètres carrés à Bordeaux, ça coûte en moyenne 650 € par mois. Donc, on va faire exactement comme pour la première personne, on va prendre le budget alloué au loyer plus à l'investissement, on va compiler les deux, on va soustraire à ça du coup le montant du loyer, et tout ce qui va rester, cette personne-là pourra l'investir en bourse. 610 € investis tous les ans à un taux moyen du coup de 8% par an, ça fait un total de 631 014 €. Donc là déjà on perçoit une grosse différence d'environ 200 000 €. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces différences-là? Alors en fait tout simplement parce que la personne qui a loué, elle a eu un meilleur rendement tous les mois. Elle a un rendement de 8% en moyenne par an, du coup sur ces 610 € qu'elle a investi. 610 € c'est moins que le capital total investi par la personne qui a acheté sa résidence principale, seulement en fait c'est moins rentable, parce que la résidence principale, elle c'est une grosse partie de son portefeuille, mais elle a un rendement que de 2% par an, et du coup l'argent qui lui restait, c'était généré à du 8% par an, mais du coup il était inférieur au montant que la personne qui louait investissait. C'est pour cette raison-là en fait que dans notre exemple c'est beaucoup plus avantageux de louer, parce qu'en fait cette personne-là elle va investir plus d'argent dans un truc plus rentable, du coup la bourse.
Alors pour aller au-delà en fait de l'exemple qu'on a pris là, ça peut être plus rentable d'acheter sa résidence principale si en fait on fait un calcul simple. Il faudrait en fait que le montant total que l'on paye tous les mois par rapport à cette résidence principale, c'est-à-dire du coup le remboursement de l'emprunt, la taxe foncière, les charges de copropriété et les frais d'entretien, que tout ça soit inférieur en fait au montant que l'on louerait tous les mois pour un bien équivalent. En fait si on arrive à ce calcul là, si on arrive à un résultat comme ça peut être tout à fait pertinent en fait d'acheter sa résidence principale parce que ça va vous permettre en fait d'avoir une dépense inférieure du coup pour votre loyer, pour vous loger, et en fait le fait de dépenser moins, ça vous permet du coup d'investir plus. Donc ça c'est très rentable. Mais du coup comme on l'a vu dans notre exemple, pour un bien équivalent, du coup la même surface dans une même zone, si en fait on prend le montant du crédit immobilier, de la taxe foncière, plus des frais, des charges, etc., au final c'est souvent plus du coup que ce qu'on pourrait avoir en simplement louant le bien immobilier. Alors certaines personnes pourraient dire oui, mais une fois qu'on a remboursé le crédit immobilier, alors en fait on aura plus de budget à louer en fait à peut-être l'investissement en bourse, et du coup on pourra investir beaucoup plus. Oui, mais non, parce qu'en fait le principe, l'un des principes les plus importants du coup des intérêts composés, c'est que le temps est plus important que l'argent. Ce qui veut dire en fait qu'il est beaucoup plus important de commencer à investir tôt plutôt qu'investir plus mais beaucoup plus tard. Si en fait on va au bout de l'exemple qu'on a pris et qu'on va au-delà en fait des 25 ans du coup du remboursement de crédit, même si la personne qui a acheté sa résidence principale va pouvoir plus investir par la suite, vu qu'elle aura plus son crédit à rembourser, en fait elle pourra investir environ 1000 € par mois. Seulement en fait, vu que la personne qui a investi dès le départ une certaine somme, elle a son capital qui travaille depuis tout ce temps-là, elle a en fait un capital qui est beaucoup plus important, qui travaille constamment, là où l'autre personne a un capital inférieur, du coup qui travaille, du coup qui va moins grossir. Ce qui fait qu'au total, non pas sur 25 ans, mais si on prend sur 30 ans, en partant du principe que la personne qui a acheté sa résidence principale investit 1000 € ensuite par mois, toujours à 8% la même chose, en fait le phénomène s'accroît. La personne qui a loué, elle arrive à un total de 970 000 € environ, là où l'autre personne elle arrive à un total de capital de 639 000 € environ. Donc on n'est plus à 200 000 € de différence, mais à 230 000 € de différence. Et ensuite le phénomène s'accroît, tout simplement en fait à cause des effets composés. Du coup, en prenant toutes ces données économiques en jeu, du coup ça peut apparaître beaucoup plus pertinent et rentable du coup de simplement louer pour pouvoir en fait investir plus. Cependant, tout ça c'est à nuancer parce qu'en fait acheter sa résidence principale c'est rarement en fait un calcul mathématique pur et simple. En fait la tranquillité d'esprit à se savoir chez soi et à avoir quelque chose qui nous appartient, pouvoir faire des travaux, transformer le bien un peu comme on veut, tout ça c'est une valeur qui pour certains est beaucoup plus importante en fait que la simple valeur économique. En tout cas voilà, nous on a calculé d'un point de vue strictement mathématique et économique lequel de ces deux scénarios est le plus rentable, et il s'agit en fait de louer. Du coup, au final, acheter un bien n'est pas vraiment toujours le plus rentable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, je trouvais ça très intéressant à faire. Ça permet vraiment de prendre en fait les bonnes décisions de façon éclairée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas en compte du coup ces frais-là, ces frais annexes lorsqu'ils achètent une résidence principale. Et c'est ces frais-là en fait qui peuvent détruire la rentabilité d'un investissement sur le long terme. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres idées de concepts ou de trucs à analyser comme ça qui pourraient être intéressants à faire en vidéo, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Moi, ça m'intéressera toujours d'en découvrir un peu plus sur ce monde-là de l'investissement, ce qui est très important à mon sens du coup pour quiconque. Donc voilà, mettez-moi tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner si ça vous a plu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo histoire de faire de belles choses. Ciao!